Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmi Karakelian. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, était en visite de 2 jours en Arménie. Dimanche, elle a rencontré le président arménien Vahagan Khachaturian avant de publier sur son compte X, je cite, « Nous accordons une grande importance à la coopération étroite entre l'Arménie et l'Union européenne et nous sommes déterminés à instaurer une paix durable dans votre région. » Lundi matin, Kallas a eu une conférence de presse avec le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan. Je suis ici avec un message clair. L'Union européenne et l'Arménie n'ont jamais été aussi proches qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons donné conjointement le coup d'envoi des consultations entre l'Arménie et l'UE dans les domaines de la sécurité et de la défense. Kaja Kallas a également visité le bureau général de la mission de l'Union européenne à Yeregnadzor. Je vous rappelle que la mission de l'Union européenne en Arménie a été lancée sur décision du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne le 20 février 2023, date à laquelle elle a également démarré ses activités opérationnelles. Cette mission a pour mandat d'observer la situation sur le terrain et d'en faire rapport, de contribuer à la sécurité humaine dans les zones touchées par le conflit et de soutenir, dans la mesure du possible, le renforcement de la confiance entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'humain est une composante essentielle dans des efforts de l'Union européenne pour soutenir la paix et la stabilité dans la région. L'Union européenne a mis en place cette mission en réponse à une demande officielle des autorités arméniennes de déployer sur le terrain une mission civile européenne à part entière. Ce déploiement fait suite à l'expérience réussite de la capacité de surveillance de l'Union européenne déployée précédemment du côté arménien de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan du 20 octobre au 19 décembre 2022. Dimanche, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian s'est entretenu au téléphone avec le président français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont abordé des questions relatives à l'agenda bilatéral arméno-français, ainsi qu'aux dossiers régionaux et internationaux. Selon un communiqué du gouvernement arménien, le président français a exprimé son soutien au programme de réforme en cours en Arménie et à la stratégie de paix adoptée par le gouvernement arménien. Ensuite, le président français a fait des publications en arménien et en français sur ses pages des réseaux sociaux. J'ai eu un très bon échange téléphonique avec le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Je lui ai dit la solidarité de la France face aux tentatives de déstabilisation de la démocratie arménienne. J'ai aussi réitéré notre soutien à ses efforts courageux pour faire la paix avec l'Azerbaïdjan et normaliser la relation avec la Turquie. La paix et l'ouverture des frontières seraient un développement majeur pour toute la région et un exemple au-delà. Toutefois, les propos d'Emmanuel Macron ont suscité de vives critiques en Arménie en affirmant la solidarité de la France face aux tentatives de déstabilisation de la démocratie arménienne. Sa déclaration a été perçue par certains responsables politiques et citoyens comme une ingérence dans les affaires intérieures du pays, surtout dans le contexte actuel de fortes tensions entre l'État et l'Église. Sur ce sujet, la réaction de Russie n'est pas fait attendre. D'abord, le porte-parole du président russe Dmitry Peskov, lors d'un entretien avec le journaliste russe Pavel Zarubin, a commenté les récents événements qui touchent l'Église apostolique arménienne, affirmant qu'il s'agit avant tout d'une affaire intérieure à l'Arménie. Et nous ne souhaitons en aucun cas nous ingérer dans ces affaires intérieures. Bien entendu, l'Arménie est pour nous un pays très proche. Et n'oublions pas que plusieurs millions d'Arméniens sont des citoyens de la Fédération de Russie, qui bien sûr suivent ces développements avec tristesse. Beaucoup bien sûr n'acceptent pas la manière dont cela se déroule. Par conséquent, oui, nous suivons la situation, mais il s'agit d'une affaire intérieure à l'Arménie. Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé qu'Ararat Mirzoyan ne participera pas au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation du traité de sécurité collective qui se tient à Almaty. En réaction, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a adressé une mise en garde à l'Arménie. Si l'Arménie se détourne de ses partenaires eurasiatiques, il est peu probable que cela lui soit profitable. Le chef de la diplomatie russe a également
également évoqué la situation intérieure arménienne, affirmant qu'il s'agissait d'une affaire intérieure, tout en qualifiant les tensions autour de l'Église de préoccupantes. La réponse du chef de la diplomatie arménienne ne s'est pas fait attendre. Ararat Mirzoyan a réagi aux propos de son homologue russe lors d'une conférence de presse conjointe avec Kaja Kallas. M. Lavrov ferait mieux de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures et la politique intérieure de la République d'Arménie. L'information de M. Lavrov n'est ni exacte ni complète. En Arménie, il n'y a pas de lutte du pouvoir contre l'Église. Il s'agit d'un processus judiciaire. C'est une affaire intérieure à la République d'Arménie. J'aimerais adresser le même appel aux collègues parlementaires et médiatiques russes de M. Lavrov. Ils doivent faire preuve d'un grand respect pour la souveraineté de la République d'Arménie et ne plus jamais se permettre de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Depuis le 25 juin, la crise entre l'Église et le pouvoir en Arménie a franchi un nouveau cap. Une escalade marquée d'abord par l'arrestation de l'archevêque Bagrat Galestanian et de 15 de ses partisans. Puis ce dimanche, c'est une autre figure majeure, le primat du diocèse de Chirac, Mikhail Adjaparian, qui a été placé en détention. Le bras de fer entre le gouvernement de Nicole Pachinian et l'Église apostolique attend donc un nouveau sommet. Cette dernière arrestation cristallise les divisions profondes qui secouent le pays, sur le fond d'accusations de justice politisée et de déclarations incendiaires. Les détails dans ce reportage. L'archevêque Mikhail Adjaparian a été placé en détention provisoire pour 2 mois. En cause, une déclaration faite il y a près d'1 an et demi. Et même après cela, je l'ai dit et je le redis, il faut un coup d'État militaire. Mais nous n'avons pas eu d'armée. Nous n'avons pas eu un corps de généraux qui aurait pris cette mesure nécessaire pour le salut de l'État et de l'Artsakh. Devant le comité d'enquête, puis le tribunal, ses partisans se sont rassemblés. Parmi eux, des personnalités publiques, politiques et religieuses. Les fidèles attendent toujours la parole d'un ecclésiastique. Lors des événements du 1er mars 2008, l'Église se tenait aux côtés des croyants. Les membres du clergé étaient présents. L'archevêque Mikhail y était également. Et on a failli lui griser la jambe sur place. Comment peut-on donc affirmer qu'aucun membre du clergé n'était là ? À 5 reprises, le Saint-Siège d'Etchmiadzin a publié des déclarations durant cette période. La demande de mise en détention a été validée par le juge Mazis Melkonian. Ce dernier est également en charge du dossier d'une autre figure de la contestation, l'archevêque Bagrat Galestanian. Plusieurs heures avant le procès, les avocats de la défense avaient déjà fait part de leurs craintes. Vous savez, c'est très prévisible dans le cas de Massis Melkonian. Je ne pense pas qu'il soit un jour capable de prendre une décision juste. La seule chose qui pourrait avoir une certaine influence, c'est la réaction du public. Mais je pense qu'on lui a spécialement confié l'affaire pour que même cette influence n'ait pas lieu, car de telles influences ne semblent pas fonctionner sur lui. Pour lui, il n'y a qu'une seule chose, la peur. Et il agit en fonction de cette peur. Une procédure disciplinaire pénale est actuellement en cours à son encontre, et s'il ne prend pas la décision souhaitée, il y aura immédiatement des conséquences indésirables pour lui suite à cette procédure. C'est la première chose. Quelques heures avant la décision du juge, le Premier ministre Nicole Pachinian avait suggéré aux catholicos de s'adresser au tribunal. Je pense qu'il serait juste que Kloterich présente une requête écrite au tribunal, demandant de prendre en compte lors du choix de la mesure préventive le fait que l'archevêque, tout comme Kloterich lui-même, ne peut vivre sans femme même 1 mois. D'ailleurs, la requête pourrait être dépersonnalisée pour être utilisée aussi dans le cas des autres archevêques, soulignant que certains ne peuvent tenir 1 mois sans femme et d'autres sans homme, ou bien parfois sans femme, parfois sans homme. C'est selon la saison, il s'y connaît. Daniel Iohannissian, président de l'ONG Union des citoyens informés, a publié un message sur Facebook rappelant qu'1 an plus tôt, il avait saisi le parquet au sujet des déclarations de l'archevêque. Il avait alors reçu une réponse écrite indiquant l'absence de délit. Outre les prières et les slogans, les forces politiques avaient exprimé leur volonté d'entamer une procédure d'impeachment avec la candidature de Mikhail Adjaparian. Depuis longtemps, ce n'est plus une lutte politique. Depuis très longtemps. Ici, il n'y a plus d'opposition ou de non-opposition. Ce genre de choses n'existe plus. Il y a des gens qui veulent libérer notre patrie de ceux qui sont capables de donner l'ordre d'attaquer la résidence du Catholicos, d'attaquer le Saint-Siège d'Etchmiadzin. Plus tard, l'archevêque Adjaparian a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, de ne pas instrumentaliser son nom dans la procédure de destitution. Après la décision de mise en détention, le primat du diocèse de Chirac a été transféré au centre pénitentiaire Erevan-Kantron. Selon son avocat, les contacts de l'archevêque Mikhail ont été limités exclusivement à ses proches parents et à ses défenseurs. L'avocat Arazo Orabian a ajouté qu'ils feront appel de la décision du tribunal.
Une persécution politique pure et simple. La défense de l'archevêque Mikhail Adjapayan tire à boulet rouge sur la justice. Lors d'une conférence de presse, ses avocats ont dénoncé une mascarade, un dossier vide, une procédure illégale et un seul objectif selon eux, faire taire une voix qui dérange et salir son autorité. Maintenant, je vous présente un texte signé par l'archevêque Bagrat Galestanian, emprisonné le 25 juin, accusé de tentative de coup d'État contre le gouvernement de Nicole Pachinian. Dans cette lettre écrite depuis sa cellule, il évoque un épisode sombre de l'histoire de l'Église arménienne, marqué par les répressions staliniennes. En 1937, un autre archevêque également prénommé Bagrat a été emprisonné dans ce même bâtiment du service de sécurité nationale d'Arménie, avant d'être exécuté dans ses sous-sols. À une époque où l'athéisme soviétique et le terreur politique visaient à effacer les repères religieux et identitaires du peuple arménien. L'archevêque Galestanian, qui porte ce prénom en mémoire de ce martyr, revient dans ce texte sur cet héritage spirituel, sur le lien symbolique entre les deux époques et sur ce qu'il considère comme une répétition des mécanismes de persécution. Voici le texte qu'il a souhaité partager. Dans ma cellule de prison, où je ne regrette pas une seule seconde de me trouver, diverses émotions ont surgi. Au fil de mes réflexions, je me suis rappelé qu'en 1937, l'archevêque Bagrat Varbatsarian a été emprisonné dans ce même bâtiment, avant d'être fusillé dans ses sous-sols. C'est mon père spirituel, sa sainteté Garrigue Ier, catholicos de tous les Arméniens de bienheureuse mémoire, qui m'a accordé l'honneur de porter son nom. Il m'a ordonné et consacré sous le nom de Bagrat, en mémoire de l'archevêque Bagrat Varbatsarian, et m'a enjoint de rester fidèle à son parcours et de perpétuer son héritage. Depuis près de 30 ans, j'essaye de porter avec honneur et gratitude le nom de ce prélat martyr, qui a passé toute sa vie au cœur de la lutte pour la défense et au nom de l'identité, des valeurs arméniennes, du Saint-Siège d'Etchmiadzin et de la patrie. Il a lutté contre les assauts de la Russie tsariste, à Bakou, contre les hordes azerbaïdjanaises, a salué la proclamation de l'Arménie indépendante, avant de se retrouver sous le joug des persécutions soviétiques. Il a ensuite scellé sa vie par le martyr, pour l'Arménien et l'Arménie, pour la Sainte Église arménienne et l'identité, pour notre propre histoire, pour l'avenir et pour la victoire des Arméniens dans la vie. Aujourd'hui, je suis dans ce même lieu, peut-être dans la même cellule. L'avenir nous dira la suite. Mais une chose est claire, nous sommes revenus en 1937, à une époque où un pouvoir anti-arménien, cédant aux injonctions de l'ennemi, s'est lui-même érigé en ennemi de tout ce qui peut restaurer notre foyer et notre honneur. À cette époque aussi, l'archevêque Bagrat Varbatsarian avait été calomnié, qualifié de terroriste, d'ennemi du peuple, de traître à la patrie ou de criminel. Telle est l'essence d'un pouvoir de même nature, dont la chute est inéluctable, tout comme le fut celle des dictateurs soviétiques. La victoire n'a pas d'alternative. En Arménie, la parole s'est libérée, mais elle semble s'être perdue en chemin. Chaque jour, la frontière s'efface un peu plus entre la liberté d'expression et le déferlement de haine. Entre la critique et l'injure, il en résulte un profond malaise, une société saturée de bruit où l'on a l'impression que les mots ne pèsent plus rien. Pire, dans ce climat, la modération est marginalisée. La raison semble inaudible. Alors, comment avons-nous pu en arriver là? Comment retrouver le sens de ces mots? C'est le défi qu'a tenté de relever Monika Hayroyan. Où s'arrête la liberté d'expression et où commence le code pénal? Peut-on faire passer n'importe quelle insulte ou accusation pour une déclaration politique? Un consultant politique explique que de nos jours, les responsables politiques s'expriment souvent sans mesurer leur part de responsabilité et parfois sans s'appuyer sur des faits. Le public, lui, finit par croire non pas la vérité, mais la parole la plus insignifiante, du moment qu'elle est proclamée haut et fort. La parole a une importance considérable en politique. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la manière de délivrer le message, mais aussi son contenu. Il faut comprendre que lorsqu'on parle, on transmet un contexte, un contenu à son auditoire. Quel est l'objectif? C'est-à-dire les pousser à une certaine action. Qui est votre auditoire? Qui est votre électeur? Selon Armen Badalian, la question de la responsabilité de la parole dépend grandement du caractère démocratique ou non du pays. Dans les systèmes démocratiques, la liberté d'expression s'accompagne de contrôle et de responsabilité. Il y a principalement un critère
Terre, un pays est-il démocratique ou non? Si de la part du dirigeant du pays ou de son entourage vous entendez des propos totalement irresponsables qui frôlent l'injure et qu'il n'y a aucune réaction des institutions de l'État, comme le système judiciaire, alors sachez-le, c'est la preuve que ce pays n'est pas démocratique. La culture politique y est d'un niveau très bas. Badalian note également que si la société ne réagit pas aux déclarations irresponsables des personnalités politiques et publiques, cela révèle le niveau de conscience civique de cette société. La Cour européenne des droits de l'homme le rappelle. Dans le cas de déclarations entre responsables politiques, le seuil de tolérance doit être plus élevé, car c'est l'intérêt public qui est en jeu, et non l'enfance personnelle. Quand cela se transforme en attaque personnelle, en intrusion dans la vie privée, en publication de données personnelles spécifiques, sans parler de l'utilisation des leviers du pouvoir pour y parvenir, prenons un exemple très simple. Lorsque le Premier ministre du pays commence à parler de la vie privée de chefs spirituels, même en supposant un instant que ce qu'il dit est proche de la vérité, il devient alors évident qu'il a utilisé les leviers de l'État pour obtenir ces informations. Autrement dit, les services opérationnels, qui devraient travailler à élucider des crimes et à endiguer l'illégalité, sont en réalité occupés à alimenter les pages de la presse jaune pour le Premier ministre. Selon le juriste, il existe deux notions qui impliquent un mécanisme de protection juridique, la diffamation et l'injure. Et même dans ce cas, il existe une justification si l'acte a été commis dans l'intérêt public. Il faut d'abord déterminer si les propos qui nous sont adressés relèvent de l'injure ou de la diffamation. La protection judiciaire, que ce soit sur la base des lois nationales ou des textes internationaux, prévoit également des circonstances qui excluent la responsabilité. Et une d'entre elles est précisément le débat d'intérêt public. Le juriste explique que l'on ne peut pas saisir la justice pour chaque déclaration qui ne correspond pas à la réalité. L'expression en question doit avoir une perception négative ou des conséquences négatives sur la réputation et l'honneur de l'individu. Si l'affaire arrive devant un tribunal, la personne doit soit prouver la véracité de ses déclarations, soit les retirer. Selon notre législation, un citoyen peut réclamer jusqu'à 6 millions de dirhams de dédommagement pour diffamation. Le montant final de l'indemnisation est fixé par le tribunal. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a réagi à une conférence de presse de l'ambassadeur d'Iran en Arménie, Mehdi Sobhani, et a rejeté fermement ses déclarations sur le soi-disant Azerbaïdjan occidental. Bakou a exprimé son indignation et a qualifié les propos du diplomate d'interprétation manipulatrice, les jugeant faux, dangereux et destinés à satisfaire les besoins de l'Arménie. Les déclarations provocatrices régulières et systématiques de l'ambassadeur contre l'Azerbaïdjan visent à saper les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Pour rappel, l'ambassadeur Mehdi Sobhani avait souligné qu'il n'existe qu'un seul Azerbaïdjan occidental dans le monde et qu'il se trouve en Iran. L'Azerbaïdjan occidental est une thèse irrédentiste promue par Bakou, revendiquant le territoire de la République d'Arménie. L'ambassadeur iranien y a opposé le fait qu'une province iranienne porte officiellement ce nom Azerbaïdjan occidental. Par ailleurs, Téhéran aurait transmis à Bakou des documents prouvant que des avions israéliens ont utilisé l'espace aérien azerbaïdjanais pour frapper le territoire iranien. Maintenant, c'est le bon moment de parler du sort des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. Cette question suscite la plus vive inquiétude. D'ici 2 mois, Bakou mettra un terme aux activités du Comité international de la Croix-Rouge sur son territoire, la seule organisation à avoir un accès direct à ces détenus. Une décision qui isole un peu plus ces prisonniers, alors que les visites sont déjà à l'arrêt. Après une dernière visite en juin, les représentants du Comité international du Croix-Rouge ont dû annoncer aux otages détenus illégalement à Bakou qu'ils ne reviendraient pas. La fermeture imminente du bureau laisse les prisonniers de guerre arméniens à la merci des autorités azerbaïdjanaises et met un coup d'arrêt à la mission humanitaire. Pour Larissa Alaverdian, première défenseur des droits de l'homme d'Arménie, les conséquences sont directes pour les familles. Nous allons nous retrouver dans une situation encore plus difficile car les familles passaient des appels et échangeaient du courrier par l'intermédiaire du Comité international du Croix-Rouge. Selon elle, l'Azerbaïdjan liait la présence du Croix-Rouge à la question de l'Artsakh. Maintenant que Bakou considère ce dossier clos, le bureau humanitaire n'aurait plus sa raison d'être. Face à ce blocage, elle appelle une réaction internationale. Le gouvernement doit s'adresser aux structures compétentes du Conseil de l'Europe. S'il ne le fait pas, d'autres entités devront le faire. Face à cette situation, la question des alternatives se pose. Selon la juriste Siranus Saakian, le droit international offre des solutions de rechange, comme le principe de la délégation de droit. L'État dont les citoyens sont otages dans un autre pays avec lequel il n'a pas de relations diplomatiques doit s'adresser à un pays neutre et exercer ce droit par son intermédiaire.
Saisies par plusieurs organisations de la société civile, les autorités arméniennes restent pour l'instant évasives. Le ministère des Affaires étrangères a simplement indiqué que le dossier était en cours de discussion. Même son de cloche du côté de la Croix-Rouge en Arménie, où la responsable de la communication, Zara Amatouni, confirme être en dialogue avec les autorités, sans pouvoir donner de précision à ce stade. Je ne peux pas encore répondre à ces questions, car nous sommes en dialogue avec les autorités. À ce stade, je ne peux fournir aucune précision. Si Bakou reste soumis à des obligations de transparence au niveau international, Siranush Saakian prévient que cela ne peut remplacer la surveillance indépendante du Croix-Rouge. Les informations fournies par l'Azerbaïdjan peuvent être fausses, alors que dans le cas du comité, ce sont des personnes indépendantes qui évaluent la situation. Selon les données confirmées, 23 prisonniers de guerre arméniens sont actuellement détenus en Azerbaïdjan. 7 d'entre eux ont déjà été condamnés à l'issue de procès, qualifiés de simulacres. À la fin de notre programme, j'ai hâte de vous annoncer qu'à Marseille, l'une des villes françaises où la communauté arménienne est parmi les plus importantes, un lieu de mémoire et d'espoir a été inauguré ce dimanche. Au cœur du parc de la Denise, le jardin d'Arménie vient prendre racine. Parmi les personnalités présentes, Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui n'oublie pas ses racines arméniennes. Elle a écrit sur sa page Facebook, je cite, « Ce jardin est le symbole d'un peuple déraciné qui a su refleurir à Marseille dans l'accueil et la dignité. Je voulais rendre hommage aux milliers de familles exilées, dont la mienne. Ce jardin est celui de la communauté arménienne, mais aussi de tous les Provençaux. » C'était l'essentiel de l'actualité en ce 30 juin. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Prenez soin de vous. À très vite.